Après les soubresauts du début de l'année dans le secteur touristique charlevoisien, TVCO a voulu savoir, maintenant que le massif de Charlevoix est en mesure de rouler à plein régime, comment se porte notre saison touristique. Les derniers chiffres officiels qu'on a, ça date de janvier, mais on voit quand même que le nombre d'unités occupées était quand même en hausse de 5,4 % par rapport à le même mois de janvier l'année dernière. Donc, je pense qu'il faut le voir quand même assez positif. Ça se passe très bien. Honnêtement, jusqu'à date, ça va très bien. La semaine de relâche aussi, ça va très bien. Faut dire qu'on a des conditions quand même d'enneigement qui sont assez intéressantes, là. C'est certain qu'on en prendrait toujours un peu plus, mais comparé à d'autres saisons passées, je pense qu'il faut se compter quand même assez chanceux. La motoneige aussi a été excellente cet hiver. Je pense que ça se voit aussi dans les sondages. Il y a un sondage du ministère du Tourisme qui a été réalisé en collaboration avec Léger. Puis on voyait qu'on était quand même dans le top 3 des destinations québécoises les plus prisées pour la relâche. Donc, je pense que ça, c'est très, très, très positif. Puis ce qu'on ressent, je pense que les entreprises nous l'ont confirmé jusqu'à présent. Ils sont quand même très, très, très heureuses, si je peux dire, de leur hiver jusqu'à présent. Quant à la grève au massif qui en avait fait craindre plus d'un, M. Dion croit qu'on a pu éviter le pire. Je pense qu'on peut pas nier qu'il y a certainement eu des impacts, mais je pense qu'on a vraiment évité le pire. Je pense que, étant donné la période que la grève est arrivée, c'est certain que les gens qui avaient des plans, par exemple, pour la relâche ou pour des dates comme ça, ont décidé de ne pas paniquer, de garder le sang-froid puis de voir un peu qu'est-ce qui allait devenir. Donc, c'est certain que je suis certain qu'il y a eu des impacts, mais je pense que somme toute, ça s'est repositionné rapidement, ça s'est quand même réglé, je dirais, relativement vite aussi. Donc, je pense qu'on a pu éviter le pire, puis que les impacts sont quand même très, très moindres par rapport à ce que ça aurait pu être. Même son de cloche au massif de Charlevoix. Bon, la dernière fois que le massif a fait les manchettes, c'était pour un moment un peu plus compliqué, on va dire. C'était pendant le conflit de travail, la grève. Est-ce qu'il y a eu des répercussions de cette grève-là sur les activités et la saison du massif? En fait, on peut se dire qu'à ce moment-ci, au moment où on se parle, c'est derrière nous. Évidemment qu'on a dû remanier les réservations, tant pour les billets de ski, les départs de luge que pour l'hébergement. Mais chose certaine, on a réussi à replacer ces réservations-là, donc l'engouement est vraiment présent. Et on peut se dire aujourd'hui que c'est derrière nous. Bien, c'est une saison qui va bien. On compte actuellement un peu plus de 3 mètres de neige en précipitation depuis le début de la saison. Effectivement, on a procédé aux travaux de fabrication de neige dans la période donnée pour le faire, c'est-à-dire de la fin novembre jusqu'à la fin janvier. Donc, la couverture neigeuse est bonne. Évidemment qu'il reste les belles tempêtes de mars à venir. On les attend avec beaucoup de bonheur. La clientèle est au rendez-vous. Et ça, c'est la beauté. Et si les indicateurs touristiques sont au vert, l'ambiance au sommet de la montagne l'est tout autant. Qu'est-ce qui vous a fait choisir de venir dans Charlevoix pour la relâche? Moi, ma cousine. Oui. Oui. Bien, nous, on est au Club Med de Charlevoix, donc c'est la 4e fois qu'on vient là, au Club Med pour la relâche, donc on aime bien ça. Puis c'est ça, j'ai convaincu ma cousine de peut-être venir avec sa famille, donc... On a regardé la météo, puis les conditions de ski, puis on s'est dit que c'était le temps d'essayer le massif. On ne l'avait pas essayé depuis... Moi, la dernière fois que j'étais venu, on montait en autobus, fait que ça fait très longtemps. Donc, vous qui êtes abonné de saison, vous venez assez régulièrement. Comment est l'ambiance en ce moment pendant les semaines de relâche? Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes? Est-ce que l'ambiance est bonne? Bien oui, c'est ça qui est vraiment le fun parce qu'en étant abonné, bien c'est quand même restreint au niveau de la montagne. Là, on voit toujours les mêmes visages. Sauf que là, dans la semaine de relâche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens de partout qui viennent. Ça met une ambiance super le fun. En montant dans les gondoles, on peut discuter avec les gens, leur indiquer les plus belles pistes. Leur montrer où est la neige pour la journée. Puis ça crée une belle ambiance. C'est le fun de voir beaucoup de jeunes, des enfants qui sont initiés au sport puis qui aiment la glisse. En famille, c'est le meilleur sport qu'on peut avoir l'hiver. C'est en relâche, ça se passe super bien. C'est notre première journée aujourd'hui. Les pistes sont belles, c'est du ski de printemps, il fait beau. Rien à dire, vraiment, c'est parfait. C'est très bien. Il fait pas trop froid, fait qu'on est très bien. L'ambiance aussi, comment c'est l'ambiance au massif? C'est bien. On a... Bien, Justin? Oui. Oui, c'est le fun.
Il est de passage dans la région dans le cadre de la campagne à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Il souhaite devenir premier ministre du Québec. On accueille Bernard Drainville. Bernard Drainville, bonjour. Monsieur Ouellette, enchanté. Enchanté. D'abord, permettez-moi de remercier notre députée, Karianne Bourassa, qui nous avait promis que vous seriez des nôtres lors de votre passage dans la région. Alors, promesse tenue. Merci, Mme Bourassa. Et on va y aller tout de suite, si vous voulez bien, avec une première question. Allez-y. Vous incarnez le changement. Vous dites, je suis le candidat du changement. Oui. Quel changement il faut faire pour que la Coalition Avenir Québec ait à nouveau la confiance des électeurs? Bien, moi, je pense qu'il faut retourner aux origines de la CAQ. À son origine, la CAQ devait réinventer le modèle québécois. Elle devait, débureaucratiser l'État. Diminuer sa taille. Voilà, faire en sorte que les services soient livrés plus efficacement. Et puis, il faut dire là-dessus qu'on a manqué. Hein? Il faut le dire, là. Si tu veux corriger un problème, il faut d'abord que tu le reconnaisses. Et moi, je le reconnais, et c'est pour ça que je promets, ou enfin, je m'engage à faire des changements dans le fonctionnement des ministères et des services publics. Par exemple, je dis que si on n'est pas capable d'avoir le service pour lequel on a payé dans le réseau public, par exemple une chirurgie, une opération, on ne devrait pas hésiter à envoyer les gens après un certain temps. Là. On commence par le service public. Oui. Mais si on n'est pas capable, on les envoie au privé pour qu'ils puissent obtenir, par exemple, leur opération. Et ça devrait être aux frais de l'État. Tu as déjà payé tes taxes et des impôts, tu ne devrais pas payer davantage. Je dis que si on veut diminuer le nombre de postes de fonctionnaires, on ne peut pas garder la permanence à vie des fonctionnaires parce que tu coupes un poste, puis tu es obligé, actuellement, tu coupes un poste, puis tu es obligé de garder la personne puis continuer à la payer. Oui. Comprenez? Et sur le rôle des syndicats, moi, on a déjà amorcé des changements à la Coalition Avenir Québec pour plus de transparence syndicale, plus de démocratie syndicale pour éviter que les syndicats deviennent des forces de blocage au changement. Là-dessus aussi, je pense qu'il faut continuer. Alors ça, c'est sur l'État. Je pourrais vous parler de la famille, redonner une place importante à la famille dans la société québécoise. Je pourrais vous parler d'agriculture. Je pourrais vous parler de région. C'est important ici dans Charlevoix. On va en parler. Voilà. Vous parlez beaucoup du futur. Oui. Par contre, vous avez un bilan. Vous avez un bilan de 7 ans de gouvernement, 8 ans bientôt de gouvernement. Oui. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu, vous ne profitez pas de cette campagne-là pour vous enlever de votre imputabilité? Parce que la situation dans laquelle le Québec est présentement, c'est de la faute de votre gouvernement. Oui. Alors, on a comme l'impression que vous êtes détaché du bilan puis que vous regardez vers l'avenir. Non, comme je vous ai dit, j'ai commencé par vous dire qu'il faut d'abord reconnaître là où on a manqué. Oui. Alors moi, vous êtes critique, là. Ben oui, je suis critique, puis il faut que la course nous permettent d'être critiques puis de reconnaître les erreurs qui ont été commises. Moi, je suis arrivé dans le 2e mandat, n'est-ce pas? J'ai été élu en 2022 et ce que je propose, dans le fond, c'est le résultat de mon expérience comme ministre. Moi, j'ai été ministre dans 2 gouvernements. J'étais là du temps du gouvernement Marois. J'ai servi ici comme ministre de l'Éducation, ministre de l'Environnement. Alors, je suis en mesure de proposer des changements qui, à mon avis, sont nécessaires si on veut vraiment donner aux Québécois un gouvernement qui fonctionne mieux pour eux puis qui répond mieux à leurs besoins. Et donc, je ne me détache pas de mon expérience. Au contraire, je vous dirais que les propositions que je fais, c'est le résultat de mon expérience. C'est-à-dire que je n'arrive pas, moi, avec ces propositions-là d'une manière idéologique. C'est le fruit de ce que j'ai vécu. Et donc, je tire de mon expérience comme ministre des propositions de changement. Donc, et vous croyez que ces changements-là vont permettre aux citoyens d'avoir à nouveau confiance à la CAQ? Bien, en tout cas, je pense que si on ne fait pas des propositions de changement, M. Ouellette, si on propose de continuer comme avant, là, c'est certain qu'on ne va pas reconquérir la confiance des gens. Moi, je m'engage dans cette course avec sincérité. Oui. Oui, j'ai un bagage. Hein? Je ne suis pas le candidat. Un bilan. Je ne suis pas exactement, j'ai un bilan. J'ai mené des batailles. J'ai fait des changements. Le financement des partis politiques, toutes les magouilles autour du financement des partis, c'est essentiellement terminé grâce à la loi que j'ai fait adopter. Toute la bataille pour la laïcité, je l'ai entamée du temps du Parti québécois. La CAQ a voté la loi sur la laïcité de l'État. Moi, je suis allé plus loin dans les écoles publiques avec une laïcité qui couvre maintenant tout le personnel scolaire. Les cellulaires, le vouvoiement, le civisme dans les écoles, les toilettes et les vestiaires qui
je l'ai décidé, doivent rester pour garçons et pour filles, alors qu'il y avait des écoles qui voulaient fusionner ça ensemble. Tous ces changements-là, je les ai faits et il y avait de la résistance, M. Ouellet. Et donc, ce que je dis dans cette campagne, c'est, si vous voulez quelqu'un qui a prouvé, qui est capable de mener à bien des changements, même quand il y a de la résistance, puis des lobbies, puis des groupes de pression, faites-moi confiance, je suis la bonne personne. Comment expliquez-vous que malgré ces réalisations, puis on sait, sont nombreuses, le gouvernement a agi sur plusieurs niveaux, comment vous expliquez le niveau historiquement bas d'appui que la population donne à votre gouvernement? Malgré les réalisations que vous avez eues, il y a comme une dichotomie entre ce que vous avez fait puis ce que les gens en pensent. Vous avez raison. Et puis, il y a de la déception, puis il y a de l'usure aussi. Et puis, c'est normal. Après 2 mandats, c'est pas pour rien là, que la dernière fois qu'on a eu 3 mandats majoritaires au Québec, c'était sous Maurice Duplessis. Là, hein? Bon. Alors, mais bon, comment j'explique ça? J'explique ça parce qu'on a effectivement, on a pris des engagements sur un certain nombre de choses, puis on n'a pas livré. Et ça, les gens regardent pas mal plus ce que tu n'as pas livré que ce que tu as livré. Hein? Historiquement, c'est comme ça. Les gens ont tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Puis je les blâme pas, c'est correct, il faut vivre avec ça, il faut composer avec ça. Moi, je vous dis juste, M. Ouellet, actuellement, on a un parti, le Parti québécois, qui dit on s'en va dans un référendum. Moi, je regarde les chiffres, ce référendum-là, il est perdant. Et donc, à mon avis, on ne devrait pas se rembarquer là-dedans. Et par ailleurs, on a les libéraux qui sont à peu près maintenant au même niveau, selon le dernier sondage, qui, historiquement, n'ont pas défendu nos valeurs. Ils ont toujours été contre les lois pour protéger le français, la laïcité. Encore aujourd'hui, M. Milliard dit qu'il ne va pas reconduire la clause dérogatoire. Et donc, la CAQ, c'est toujours la 3e voie. Et voilà. Vous y croyez toujours. Identité, valeurs, la défense des valeurs québécoises et un positionnement économique très fort. Il faut continuer avec ça. Et moi, je fais confiance aux gens. Je fais confiance aux gens avec la force de mes propositions, puis avec la sincérité, avec la conviction. Merci. La conviction et le cœur, et le courage. Moi, je pense que la proposition que je fais dans cette course, quand je m'attaque à des vaches sacrées comme le privé, comme la permanence à vie pour les fonctionnaires. Vous brassez la soupe. Je brasse la soupe quand je dis que les demandeurs d'asile, on ne peut plus se permettre de leur offrir la Cadillac des services aux citoyens. Je propose donc de diminuer l'accès à l'aide sociale pour les demandeurs d'asile. Je dis que pour les places en garderie, ça devrait être priorité aux Québécois avant les demandeurs d'asile. Alors ça aussi, c'est une proposition audacieuse, M. Ouellet. Puis d'ailleurs, aujourd'hui même, pendant qu'on se parle, il vient tout juste de nous arriver un jugement de la Cour suprême qui dit que les demandeurs d'asile devraient continuer à avoir un accès égal aux garderies que les Québécois. Moi, je l'ai déjà dit. Vous pensez à la clause dérogatoire dans ce cas-là? Je pense à changer la loi pour réagir à ce jugement. Et oui, s'il faut utiliser la clause dérogatoire, on devrait le faire. Maintenant, si vous permettez, vous avez parlé des promesses qui ont déçu les gens. Vous arrivez avec différentes propositions là, pour qu'on voit si les Québécois vont vous appuyer dans ce chemin-là. Mais moi, j'aimerais savoir, si vous devenez premier ministre demain matin, qu'est-ce qui arrive avec le dossier de l'hôpital à Lomalbé? Oui ou non? Ah ben oui. Oui. Ça, on va le savoir dans le budget le 18 mars. Moi, je suis très confiant. Je n'ai pas d'informations confidentielles. Vous avez été consulté sur le budget? M. Ouellet, oui, j'ai été consulté sur le budget et je ne peux évidemment pas vous dévoiler le résultat de ces consultations. Je suis assujetti à un strict devoir de confidentialité. Mais vous savez... Vous êtes très confiant, là. Karianne a travaillé très fort, OK? On le sait à quel point c'est un dossier qui est prioritaire, pour lequel il y a des besoins. Bien, pour lequel votre gouvernement a fait des promesses. Oui, absolument. Alors, il est inscrit au PQI. La question est de savoir maintenant, est-ce qu'on va l'avancer, PQI, Programme québécois des infrastructures, est-ce que maintenant on le place en mode réalisation, donc construction, avec les budgets qui viennent avec, qui sont conséquents? Donc, si vous êtes élu premier ministre, on va de l'avant avec l'hôpital de Malbé. Absolument. Et l'espoir que j'ai, puis c'est l'espoir que Karianne a également, c'est que dans le budget, il y aura de bonnes nouvelles et le projet
Nous l'espérons. On ne peut pas dévoiler quoi que ce soit. Mais on est confiant, qu'Ariane et moi, que dans le budget, il y aura les sommes pour nous permettre d'aller en construction avec l'hôpital de la Malbaie. Prenons un autre sujet. Si vous devenez premier ministre, le Tourisme Charlevoix ici demande une clause grand-père face à l'abolition du programme Expérience Québec. Si vous êtes premier ministre, est-ce que vous accordez la clause grand-père qui est demandée dans plusieurs régions du Québec? Vous le savez, hein? M. Ouellet. Il y a plusieurs régions qui le demandent. Là. Alors, c'est ça. C'est que là, si tu commences à donner une exception à une région, il y a d'autres régions, je peux vous les nommer déjà certaines, Montérégie-Ouest, l'Outaouais, Vaudreuil-Soulanges. l'Abitibi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mon Dieu, vous êtes bien renseigné, vous. Vaudreuil-Soulanges, Montérégie-Ouest, donc. Oui. L'Abitibi-Témiscamingue m'a demandé la même chose. J'en arrive. Ben oui. Alors moi, ce que j'ai fait sur la question de l'immigration, j'ai été le premier à dire... Écoutez, on va donner un droit acquis aux travailleurs temporaires qui sont ici chez nous dans un certain nombre de domaines prioritaires. Et donc, ceux et celles qui sont chez nous, dont on a besoin, qui sont déjà bien intégrés, ils parlent de mieux en mieux français, les enfants vont à l'école et tout le reste, on les garde, on en a besoin. Par contre, il faut reconnaître qu'il y a eu une très forte augmentation de l'immigration qu'on est encore en train de, d'intégrer. Et donc, moi, je dis, pour chaque droit acquis qu'on va donner, on réduit d'autant l'immigration temporaire ou les travailleurs temporaires à venir pour recréer un équilibre. Vous allez essayer de rebalancer les choses. Merci. Bien résumé. Monsieur Drainville, si vous devenez premier ministre, est-ce que vous allez investir des milliards dans un troisième lien? Oui. Alors, on m'avait informé que vous étiez un petit peu dubitatif par rapport au projet, n'est-ce pas? Comme la majorité des Québécois. Oui, mais il faut faire attention. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire dans ce projet-là, et j'en fais beaucoup. Sur toutes les antennes, je tiens le même discours. Je vous écoute. Et donc, ce que je dis, moi, c'est que ce projet-là, c'est pas juste un projet qui est bon pour la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. C'est un projet qui est bon pour l'ensemble du Québec. Parce qu'actuellement, la deuxième zone économique en importance au Québec, c'est la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Et on dépend d'un seul pont pour le camionnage. Si jamais il y avait des travaux d'urgence sur Pierre-Laporte, il faudrait faire le tour par Trois-Rivières. Ça paralyserait la zone économique Québec-Chaudière-Appalaches. Et donc, c'est tout le Québec qui en paierait le prix. Donc, si vous devenez premier ministre, il y aura des milliards pour le troisième lien. Il y aura des milliards qui seront étalés dans le temps, comme il y a des milliards qui sont étalés dans le temps pour tous les grands projets, que ce soit le pont de l'île d'Orléans, que ce soit le prolongement du métro à Montréal, que ce soit le REM, que ce soit des hôpitaux qui coûtent des milliards, on les étale dans le temps et je pense que c'est notre devoir, comme élus, de voir un petit peu plus loin que notre nez. Si jamais il fallait fermer la porte pour des travaux d'urgence, puis on le sait que ça arrive, des travaux d'urgence, on ne voit pas toujours venir les travaux, hein? Alors, si on faisait ça, puis c'est tout le Québec qui en payait le prix, on dirait avec raison, les politiciens n'ont pas été prévoyants. Bien moi, M. Ouellet, j'essaye de l'être prévoyant. C'est un peu quand même contradictoire. Vous vous présentez comme le candidat du changement et c'est vous qui appuyez le vieux projet. Oui, mais vous savez... Est-ce que c'est pas un peu contradictoire comme position, c'est pas un vieux projet, c'est un projet mis à jour. Ça fait quand même 8 ans qu'on en parle, M. Oui, mais le tracé actuel, c'est un projet quand même mis à jour. Il n'y a pas de contradiction là-dedans? Ben voyons, ben non. Tu sais, je veux dire, l'hôpital de la Malbaie, tant qu'à ça, c'est un vieux projet. Puis avant ça, l'hôpital de Baie-Saint-Paul, ça l'était aussi. Puis ça ne nous a pas empêché de les faire. Puis celui de la Malbaie, il faut le faire aussi. Alors, les choses prennent le temps d'arriver, c'est ce que vous me dites. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Et puis Mme Fréchette propose un tracé à l'est. Dans les faits, elle y met tellement de conditions qu'elle propose la fin du projet. Moi, je ne suis pas d'accord pour mettre fin au projet du troisième lien. On constate que vous rencontrez beaucoup d'adversité dans votre campagne à la chefferie de la coalition d'Avenir Québec. Ma question, c'est, d'ici le 12 avril, là, de quoi va être faite votre campagne? D'abord, allez-vous vous rendre au 12 avril? Vous avez déjà mentionné que oui. Mais de quoi va être faite votre campagne? Vous avez encore un mois devant vous pour aller chercher le maximum d'appui. Vous allez faire ça comment? Vous allez faire quoi? On va continuer à bien travailler. Alors, je rencontre de l'adversité dans les sondages. Mais ce n'est pas les sondages qui vont décider, M. Ouellet. C'est les membres de la CAQ. Voilà. Alors, quand les sondages, ils sondent les électeurs. Mais ce n'est pas les électeurs qui votent, ce sont les membres. Et d'ailleurs, j'en profite. Je regarde les gens d'ici qui me regardent. Si ça vous intéresse, mes idées, si vous pensez que ça vaut la peine de les appuyer,
vous allez sur le site, la CAQ.org, ça coûte 15 $, vous devenez membre et vous pourrez voter pour le prochain chef et pour le prochain premier ministre. Il nous reste seulement quelques jours pour le faire, jusqu'au 13 mars. De quoi sera faite la suite des choses? Mais je vais continuer à être le candidat des régions. Monsieur Ouellette, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce que je tiens parole. J'ai dit que je serais le candidat des régions. Oui. J'ai fait le tour et savez-vous quoi? J'ai tellement roulé au Québec que il y a seulement 2 régions que je n'ai pas visitées. Enfin, avec la Gaspésie que je vais visiter dans les prochains jours. On dit Montréal et la Gaspésie? Non, à Montréal, je suis allé. Okay. Il me reste Côte-Nord, puis il me reste Bas-Saint-Laurent. Mais toutes les autres régions, je vais les avoir visitées une fois que j'aurai fait la Gaspésie dans les prochains jours. Donc, je roule beaucoup en région. Je vais voir les gens. Je me rends disponible pour des entrevues comme celles que nous faisons présentement. J'apprends beaucoup, M. Ouellette. Quand tu vas sur le terrain, tu apprends des choses. Les gens, il faut que tu ouvres tes oreilles, il faut que tu écoutes, puis tu soumettes toutes sortes de dossiers. Aujourd'hui, j'ai rencontré votre maire, le maire de Baie-Saint-Paul. Puis là, je m'en vais à la Malbaie. Bon, puis je me promène. Et chacun arrive avec ses dossiers, puis il veut savoir que fera le prochain premier ministre. Puis c'est normal. Puis je ne promets pas n'importe quoi. OK? Je suis pas prêt à promettre n'importe quoi. C'est pas un sac de bonbons que vous allez distribuer. Non, il ne faut pas du tout, M. Ouellette. Pas du tout. Maintenant, oui, il faut prendre des engagements. Alors, j'en ai pris sur l'État, je vous l'ai dit, sur la famille. Karianne m'a sensibilisé à la réalité des couples infertiles. On va rémunérer 3 fécondations in vitro, ce qui permet, au bout de 3, là, on a 3 chances sur 4 d'avoir un enfant, là, au bout de 3 traitements. Mais est-ce que vous allez multiplier les promesses? J'en ai fait quelques-unes. Vous avez déjà fait le tour dans votre programme, là? On est où, là? On est en train de regarder. Dans votre striptease électorale? Oh! Vous dévoilez votre programme petit à petit. C'est une belle expression. Il faut juste pas l'accompagner d'une image. Mais tout ça pour dire... On est d'accord. Tout ça, oui. Tout ça, on est quand même une station familiale, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris des engagements sur l'agriculture, parce que ce sont eux qui nous nourrissent, les agriculteurs. J'ai dit que la taxe carbone, j'allais la rembourser parce qu'il faut les aider face aux concurrents, notamment les agriculteurs ontariens qui ne la paient pas. Bon, j'ai pris des engagements en matière de famille. Accès à la propriété, je propose un programme très audacieux. L'État avance la mise de fonds à des pourcentages divers. Et pour, par exemple, un couple avec des enfants, on serait prêt à avancer jusqu'à 15 %, donc en mise de fonds, jusqu'à 15 % de la valeur de la maison, mais elle est remboursable. Ce qu'on avance, c'est remboursable. C'est pas un bonbon. On rembourse. Quand on vend la maison, on rembourse. Alors, l'État, donc, te donne les sous. Tu n'as pas besoin d'accumuler un 20 un 30 000 pour acheter ta maison. On te l'avance. Et c'est seulement pour des maisons neuves, M. Ouellette, et des premiers propriétaires. On ne pourra pas faire le tour de toutes vos promesses dans une seule entrevue. C'est dommage. Si on veut en savoir plus long, on se rend sur bernarddrinville.com. On se rend sur bernarddrinville.québec. .qc. Non, .québec. .québec? Oui, c'est un .québec. Okay. Ah, on est audacieux, M. Ouellette. Et moi, je vous remercie d'être venu nous voir ici à Baie-Saint-Paul. Vous êtes un monsieur sympathique sans être complaisant. Et je vous souhaite une bonne fin de campagne et la meilleure chance pour vous. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au revoir. Tourisme Charlevoix a récemment fait parvenir une lettre à la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Karianne Bourassa, concernant l'abolition du programme d'expérience québécoise, le PEQ. On en parle avec le directeur général de Tourisme Charlevoix, M. Michel Dion. Bonjour, Michel. Bonjour. Pouvez-vous nous guider un peu à travers le processus qui vous a mené à envoyer cette lettre à Mme Bourassa? Je pense que la première chose qui est importante, c'est de comprendre un peu l'importance que les travailleurs immigrants ont pour Charlevoix. C'est vraiment majeur. On n'a évidemment pas de chiffres exacts, mais on sait que c'est des dizaines, voire des centaines d'entreprises du territoire qui s'appuient sur cette main-d'œuvre-là. Faut comprendre, là, dans Charlevoix, les emplois, en tourisme, c'est près de 30 % des emplois, mais le bassin de main-d'œuvre, je dirais, dans Charlevoix est quand même, somme toute, limité. Donc, plusieurs entreprises ont eu besoin du PEQ dans les dernières années. Puis là, ce qu'on entend, c'est que les entreprises sont vraiment très inquiètes. C'est des travailleurs qui sont, je le précise, là, bien intégrés, qui sont francisés, sont doués dans leur travail, donc sont vraiment essentiels pour notre région. Puis on sait notre économie dépend du tourisme. On est la région que la contribution du tourisme au PIB régional est la plus forte quand même au Québec.
Donc, ça permet vraiment de garder plusieurs entreprises ouvertes et fonctionnelles. Et là, ben, ce qu'on entend vraiment, c'est que les entreprises craignent un peu pour leur avenir. S'ils perdent cette main-d'œuvre-là, il y en a qui ont dit qu'ils allaient réduire leur opération. Peut-être même certaines entreprises ont fait la mention qu'ils allaient quitter Charlevoix. Donc, ça, je pense que c'est important à comprendre. Puis, la mathématique est pas obligée est pas aussi simple que de dire qu'on prenne, je veux dire, des CV québécois à la place. Là, il y a plusieurs entreprises qui nous disaient qu'ils ne reçoivent tout simplement pas de CV de Québécois, que c'est juste des gens, par exemple, de la France ou de l'Afrique. Donc, évidemment, on a suivi beaucoup dans les dernières semaines, je dirais, tout ce qui se passait au niveau politique, les discussions qu'il y avait de ce côté-là. Mais vraiment, nous, notre demande très, très, très concrète, on joint notre voix un peu à celle de d'autres partenaires comme l'Alliance de l'industrie touristique ou autre, c'est vraiment de demander une clause de droit acquis pour les personnes qui sont actuellement admissibles au programme de l'expérience québécoise. C'est une lettre qu'on a fait parvenir à la fois à la députée Karianne Bourassa, mais aussi au ministre Jean-François Roberge. Donc, on pense que c'est une demande qui est assez récurrente, on l'entend souvent, mais on pense que c'est une demande qui est très, très, très raisonnable pour permettre à nos entreprises de rester pleinement opérationnelles. Mm-hmm. Vous l'avez dit, c'est une demande qui devient de plus en plus récurrente à travers les différentes régions du Québec. Ça fait déjà plusieurs semaines, voire mois, qu'il y a des régions qui demandent une clause grand-père comme ça. Vu l'importance de la main-d'œuvre immigrante pour l'industrie touristique québécoise, pourquoi avoir pris autant de temps avant d'interpeller le gouvernement? Bien, en fait, notre posture, c'était de dire qu'il y a présentement, je dirais, des acteurs qui ont... tu sais, si je prends par exemple l'Alliance de l'industrie touristique ou l'Association de l'hôtellerie du Québec ou l'Association des restaurateurs du Québec, c'est des associations qui sont extrêmement branchées au niveau du gouvernement puis qui détiennent une forte influence de lobbyistes. Donc, c'est certain qu'on a laissé aller des organisations qui ont plus de poids, si je peux dire, que nous en premier, étant donné leur capacité, je peux dire, à influencer le gouvernement. Mais voyant que la situation ne bougeait pas, bien, les régions ont commencé à faire valoir leurs points aussi. On a vu Charlevoix, on a vu Mauricie, on en a vu d'autres aussi. Donc, je dirais qu'on a décidé, en voyant un peu pas l'impasse, mais un peu que le dossier bougeait pas, c'est là qu'on a décidé de mettre notre voix. Mm-hmm. Avez-vous eu une réponse de la part de Mme Bourassa ou encore du ministre Roberge? Pas du ministre Roberge. Mme Bourassa, j'avais eu l'occasion de la voir le jour où on a envoyé la lettre. Évidemment, on nous a fait savoir là, un peu les éléments là, qui sont déjà communiqués par la CAQ, les enjeux avec le fédéral, puis tous ces aspects-là. Mais c'est certain que nous, ça ne change pas nécessairement notre position, qu'on souhaite voir cette clause-là arriver. Donc, on va continuer de marteler le message. Mm-hmm. Donc, vous militez un peu pour une clause grand-père. Est-ce que tout simplement s'opposer à la fin du programme d'expérience québécoise ne pourrait pas également être une solution? Bien, en fait, c'est que on voit, ça c'est une chose, mais on voit aussi que dans les solutions de remplacement, il y a toutes sortes d'enjeux X, Y, Z à considérer et tout. Donc, je pense qu'il y a deux dossiers, là. Il y a, je veux dire, essayer de conserver nos acquis avec les employés qui sont déjà là pour avoir cette reconnaissance-là, cette clause. Puis après ça, bien, il y a tout autre enjeu, si je peux dire, du nouveau programme, quelles sont ces difficultés et tout. Donc, moi, je pense que ça reste quand même deux dossiers différents. Bien, merci beaucoup, M. Dion. Je pense qu'on a fait le tour de votre prise de position vis-à-vis du programme d'expérience québécoise. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.